Bonjour, aujourd'hui deuxième chapitre du thème observé qui va traiter des principales caractéristiques des ondes. Première chose qu'on aborde, c'est la notion d'onde progressive. Qu'est-ce qu'une onde progressive? Donc comme indiqué dans le fichier ici, une onde progressive est une perturbation qui se propage dans un milieu. Si cette perturbation ne se répète pas au cours du temps, on parlera simplement d'onde progressive. Et on verra un petit peu plus tard que si cette perturbation se répète au cours du temps, l'onde progressive deviendra périodique. Donc quel type d'onde progressive existe? Le premier type qui vous est le plus commun, ce sont les ondes mécaniques. Vous avez trois différentes photos qui représentent à la fois l'onde à la surface de l'eau, les résultats malheureux d'un séisme, donc une onde dans la croûte terrestre, et les ondes sonores avec le groupe qui joue de la musique. Ces ondes-là sont des ondes mécaniques. La particularité de ces ondes mécaniques, c'est qu'elles ont besoin d'un milieu pour se propager. À l'inverse de l'autre type d'ondes, qui se propagent, elles, dans le vide, les ondes électromagnétiques, vous avez par exemple ici une radiographie rayon X, et ces ondes-là sont du même type que les ondes lumineuses qui nous proviennent du Soleil, et qui donc cheminent et transitent dans l'espace, constitué essentiellement de vide, entre le Soleil et la Terre. On a ensuite une restriction à faire sur ce qu'on va étudier cette année. On va certainement se focaliser sur les ondes qui se propagent dans une seule direction. C'est-à-dire que l'onde le long d'une corde, la corde est un milieu unidimensionnel, à contrario de, par exemple, ici, l'onde à la surface de l'eau, où la surface de l'eau est un plan qui se déforme, donc on reste schématiquement dans la notion de plan, bien qu'on se trouve dans un milieu tridimensionnel. Donc les études que l'on fera cette année se limiteront à des milieux unidimensionnels. Alors, je prends tout de suite, je me sers des ondes sismiques, des deux types d'ondes sismiques qui ont été vues dans le premier TP, c'est-à-dire les ondes P et les ondes S, qui me permettent de définir les deux types de déformation de milieu, longitudinale ou transversale, c'est-à-dire lorsque la déformation a lieu dans le sens de propagation ou perpendiculairement au sens de propagation. Et on arrive donc aux deux types d'ondes mécaniques possibles, longitudinale et transversale. L'onde longitudinale, c'est, on le verra plus loin, le cas de l'onde sonore, c'est aussi le cas de la déformation d'un ressort le long d'un axe. Les ondes électromagnétiques, elles, sont uniquement des ondes transversales. Donc en prenant ici une petite représentation de l'état d'une corde à différents instants, la première caractéristique pour que l'onde se propage, c'est que le milieu soit élastique. Donc l'onde mécanique doit se propager dans un milieu élastique, c'est-à-dire un milieu qui est déformable et qui revient à sa position initiale lorsque la perturbation est passée. Donc là, j'exerce sur l'extrémité de la corde une perturbation perpendiculairement à l'axe de la corde. C'est-à-dire que je suis dans le cas d'une onde transversale, puisque j'effectue des mouvements avec, vous pouvez imaginer que la corde est dans la main du manipulateur, il a un mouvement vertical pour la création de la perturbation, et cette perturbation va se propager horizontalement. Donc ce mouvement de la corde part d'une position d'équilibre, qui est représentée ici par le 0, monte jusqu'à une position maximale que l'on va appeler donc ici l'élongation maximale, Y max ou X max selon l'appellation de l'axe, et cette propagation se déroule alors que l'opérateur descend, repasse à la position d'équilibre et redescend jusqu'à une position qui correspond ici à une élongation minimale. Et donc on a eu un mouvement de la main entre en partant de l'origine, d'une position maximale, on repasse par l'origine, une position minimale et on repasse par l'origine. La perturbation se retrouve ici avec un sens de propagation, dans notre cas vers la droite. Cette onde est une onde progressive. Si l'opérateur cesse la manipulation à cet endroit-là, on va avoir ce train d'onde là qui va se déplacer tout doucement, ou à une certaine vitesse en tout cas, le long de cette corde. Si par contre, et c'est là que se trouve le principal intérêt, il continue à effectuer ce mouvement vertical de perturbation, on va se retrouver non plus avec une onde progressive, mais cette fois-ci avec une onde
progressive périodique. C'est-à-dire que l'onde telle que vous la voyez là, c'est-à-dire l'état de la corde photographié à un instant, va présenter un certain nombre de particularités que l'on va étudier tout de suite. Alors voilà la représentation d'une onde progressive périodique. En vert, vous avez le mouvement de la main du manipulateur, et cette corde, donc milieu élastique, a été déformée, et la propagation se déplace donc toujours dans ce sens-là. J'ai matérialisé ici en pointillé bleu la position d'équilibre, et on se rend compte que cette corde se déforme aussi bien vers le haut que vers le bas, symétriquement. Le maximum de déformation verticale vers le haut correspond à ce que j'ai appelé tout à l'heure Y max. Ici, c'est Y min, c'est-à-dire moins Y max. Et ces deux distances sont appelées amplitudes. Quand on regarde la déformation dans sa globalité, on se rend compte qu'il apparaît un motif élémentaire qui se répète au cours du temps. Ce motif élémentaire, c'est ce qu'on voit ici entre deux lignes pointillées vertes successives. On a donc à la fois un départ position d'équilibre, passage par un maximum, un minimum, retour à la position d'équilibre. La durée nécessaire à l'onde pour réaliser un de ces motifs élémentaires s'appelle période. Cette période se note grand T. C'est un temps, donc elle s'exprime en secondes. On se rend compte que cette période peut avoir différentes valeurs. Alors on va imaginer par exemple que imaginons que la période de notre signal vale 5 secondes. On définit tout de suite une grandeur qui est associée à la période, qui est le nombre de périodes par seconde. Le nombre de périodes par seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence qui se représente par la lettre petit f, et qui est égale donc à l'inverse de la période. Donc je répète, c'est ce qui figure dans le cours, dans le PDF, la fréquence correspond au nombre de périodes par seconde. Donc si l'exemple de t égale 5 secondes est toujours vrai, la fréquence sera donc égale à 1 sur 5. Oups, petit problème à gérer ma tablette graphique. Et donc 1 sur 5, ce qui fait donc 0,2 Hz. Alors Hertz, c'est l'unité de fréquence. C'est donc, il y a 0,2 périodes par seconde. D'accord ? Ce qui veut dire qu'effectivement la période étant de 5 secondes, pour en avoir une entière, il faut qu'on arrive à une durée de 5 secondes. Une fois qu'on a défini ces deux grandeurs qui ont à voir avec le temps, c'est ce qu'on appelle la périodicité temporelle, on se rend compte que l'onde se déplace. La vitesse de déplacement, elle a une certaine valeur. Alors passons maintenant à l'expression de la vitesse de déplacement. À quelle vitesse se déplace cette onde? Alors avant de calculer la vitesse, on va se servir de toute façon d'une formule classique qui est que l'expression d'une vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Quelle distance va-t-on prendre en compte? On a affaire à une onde périodique. Donc on se rend compte que la distance qui figure ici, c'est-à-dire la longueur du motif que l'on représente ici sur cette corde, cette distance-là est tout le temps la même. Et cette distance-là s'appelle la longueur d'onde, représentée par la lettre grecque lambda. Donc lambda, c'est la distance parcourue par l'onde en une période. Distance. J'ai mis en pause pour écrire plus vite. Donc lambda, c'est la distance parcourue par l'onde en une période. Donc si je reprends l'expression de la vitesse, qui s'appelle aussi célérité, dans le cas d'une onde, quelle est la célérité de cette onde? La distance parcourue par l'onde. Donc là, on va se placer, puisque le motif est périodique, sur une période. Donc quelle est la distance parcourue? La longueur d'onde. Pendant quelle durée? Par définition de sa longueur d'onde, la durée sera la période. Donc on retrouve une formule classique qui dit que la longueur d'onde, c'est la vitesse de propagation multipliée par la période. Et comme la période, c'est l'inverse de la fréquence, on a donc la longueur d'onde qui est égale à la vitesse de propagation divisée par la fréquence. Là, on a donc trois relations fondamentales
de ce chapitre numéro 2. Donc en prenant le fichier PDF et en revenant sur le cours, vous trouvez donc ici exactement tout ce qu'on a dit sur les ondes progressives, le profil de cette onde progressive, donc là je m'y attarderai un petit peu en cours, qui est souvent un profil de type sinus ou cosinus, et donc on définira et on comprendra que l'élongation x en fonction du temps va varier entre deux positions max et que le profil est un profil de type fonction sinusoïdale. Donc on aura l'occasion de faire deux exercices. On retrouve les deux périodicités. La périodicité temporelle, c'est-à-dire la période qui se note grand T qui s'exprime en secondes, de laquelle découle la fréquence. Et ensuite la périodicité spatiale, qui elle correspond à cette nouvelle grandeur qu'on a définie, qui s'appelle longueur d'onde, et qui va directement être liée à la vitesse de propagation. On arrive ensuite, dans la deuxième partie de ce cours, à la particularité de l'étude des ondes sonores. Donc les ondes sonores, vous avez ici toute une série de définitions, notamment le fait que il y a des sons qui sont audibles par l'oreille humaine. Ces sons audibles sont compris classiquement entre 20 et 20 000 Hz. Alors pourquoi parler des sons ? Tout simplement parce que l'étude d'un son, et surtout d'une note d'instrument de musique ou de la voix humaine, va se révéler être un signal, et donc une onde, progressive périodique. Le gros problème, c'est que cette onde, ça s'identifiera très rarement à ce qu'on appelle un signal pur, c'est-à-dire à une courbe de type sinusoïdal comme vous avez là, mais beaucoup plus comme quelque chose de périodique, mais d'assez complexe. Et pour étudier ce son, on va être obligé de procéder à ce qu'on appelle la détermination du spectre d'un son. On a besoin de l'outil mathématique qui s'appelle l'analyse de Fourier, donc je vous ai mis ici que Joseph Fourier est un mathématicien français, qui a montré globalement que tout signal périodique peut être décomposé comme une somme de signaux de fréquences multiples de la fréquence du fondamental. C'est-à-dire en clair, si je prends les différents signaux qui sont là, le signal complexe le voilà, vous devinez que ce signal a une période, on mesure cette période de ce point-là à ce point-là, cette période correspond à une fréquence, en calculant donc son inverse, et cette fréquence-là, c'est ce qu'on appelle la fréquence du fondamental, que vous retrouvez ici. Et donc, le signal périodique dont on a déterminé le fondamental, on va ensuite multiplier cette fréquence par 1, par 2, par 3, par 4, jusqu'à petit n, et on va pouvoir déterminer que le signal complexe ici est la somme du fondamental plus d'un certain nombre de ces harmoniques à une certaine intensité. Et l'objectif n'est pas de faire l'étude mathématique, puisqu'on n'en est pas capable, c'est d'utiliser différents types de logiciels lors des TP, de manière à être capable de dire le signal sonore, premièrement, est-il pur, c'est-à-dire a-t-on affaire à une sinusoïde parfaite, ou n'est-il pas pur, auquel cas, quelles sont les différentes harmoniques présentes en plus du fondamental. Donc on aura l'occasion de voir le signal comme ça, et de faire ensuite un spectre. Ce spectre, vous avez donc les différentes fréquences en abscisse et l'intensité en ordonnée. Et donc la fondamentale étant la fréquence la plus faible, donc le fondamental est toujours le premier pic que vous avez à partir de l'origine. On va caractériser deux choses qui sont des choses à retenir, c'est-à-dire la hauteur du son et le timbre du son. La hauteur, c'est la fréquence du fondamental, et le timbre, c'est le nombre et l'amplitude des différentes harmoniques. Comme je viens de le dire à l'instant, on aura comme ça différents exercices à traiter, où l'on a à la fois des spectres en fréquence et l'allure du signal, de manière à pouvoir dire si c'est un signal qui est pur ou qui ne l'est pas. Dernière chose dont il faut qu'on parle, c'est le niveau sonore. J'avais déjà montré dans le chapitre précédent comment passer du niveau sonore petit l à l'intensité petit i. Vous reporterez donc au chapitre précédent pour voir comment on fait. Dans la suite, vous avez un certain nombre de graphes qui permettent simplement de comprendre les limites de danger en termes d'intensité sonore, de niveau sonore. Voilà, le chapitre est globalement terminé. Faites-en bon usage, et j'espère ne pas avoir été trop haché dans mes explications.